C'est la deuxième vidéo du troisième chapitre, deuxième partie, donc toujours relative aux facteurs hydriques. Et dans cette vidéo, on va développer tous les aspects relatifs au bilan hydrique dans un ensemble sol-végétation, c'est-à-dire on va prendre sur un point donné ou bien une portion d'une surface où il y a de la végétation, il y a un sol, comment va évoluer les paramètres hydriques. Et bien sûr, on va développer un deuxième concept, c'est les questions de l'évapotranspiration. L'évapotranspiration, donc comme on l'a défini dans la vidéo précédente, toujours dans le même chapitre, c'est la quantité d'eau évaporée sur une surface de sol et par la végétation. Donc c'est une forme qui regroupe et les évaporations physiques et l'évaporation physiologique provoquée par les végétaux. Alors, pour étudier ces questions de bilan hydrique sol-végétation, on va prendre, comme sur le schéma, on va essayer de voir quels sont les termes d'un bilan. Quand on prend un bilan hydrique, on va le noter HD, c'est les entrées dans le système, c'est-à-dire les gains sur une surface donnée, par exemple ici où il y a de la végétation, il y a un sol, il y a de l'énergie qui vient du soleil. Et bien sûr les sorties, quelles sont les pertes, il y a de l'évaporation, la transpiration des végétaux, etc. Donc on va voir ça avec un peu plus de détails sur ce schéma qui illustre bien sûr, j'ai pas mis de chiffres, mais qui vous donne un petit peu une idée sur tous les paramètres. Tout d'abord les entrées. Les entrées, ce sont les principales entrées, c'est les précipitations sous forme donc de pluie. C'est ce qu'on a mis en bleu ici sur ce système où il y a un sol, il y a de la végétation. Et aussi, il y a tous les apports de brouillard et de rosée. Bien sûr, ils sont moins importants que les précipitations, mais ça fait toujours des apports d'eau pour ce système. Et bien sûr, il y a le ruissellement. Comme vous le constatez, il y a du ruissellement. Plus la pente est forte, plus il y aura de ruissellement. Donc, il y a de l'eau qui entre, mais il y a aussi de l'eau qui sort par ruissellement. On appelle aussi ceci l'écoulement latéral, c'est-à-dire, et c'est plus important quand vous avez une pente. Quand vous n'avez pas de pente, généralement les choses vont changer. Donc ça, c'est les entrées. Donc on est en train d'élaborer les différents termes de l'entrée. Pour en ce qui concerne les sorties, les principaux éléments de sortie, c'est l'évaporation, qu'on note ici. C'est l'évaporation de l'eau qui est contenue dans le sol. C'est la transpiration des végétaux. Donc ces deux termes, ils constituent ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Et puis vous avez de l'eau qui va s'infiltrer dans le sol. C'est l'eau qui va mouiller le sol, qui va remplir les réserves hydriques et ça va faire la réserve utile, c'est-à-dire l'eau qui est disponible pour les plantes, que les plantes peuvent absorber en partie avec leurs racines. Et bien sûr, ça fait partie de leur activité physiologique d'absorber de l'eau et avec l'eau, il y a aussi toutes les solutions minérales qui l'accompagnent. Donc l'infiltration, c'est l'eau qui va remplir le sol. Puis après, vous avez une autre forme, c'est le drainage. C'est une forme d'eau qui, lorsqu'il y a trop d'eau, il va aller remplir les nappes phréatiques, plus en profondeur. D'accord? Et bien sûr, vous avez de ce système, au même titre qu'il y a de l'écoulement qui entre, il y a de l'écoulement qui sort, de l'écoulement latéral, c'est-à-dire le ruissellement. Donc on voit bien que l'entrée et les sorties sont deux composantes. Les principales entrées, ce sont surtout donc les précipitations, le brouillard et l'écoulement latéral sur la surface du sol. Et les sorties, on vient le voir, c'est toute l'eau qui est perdue par évaporation, ou bien qui va aller remplir le sol, ou bien aller vers les nappes, c'est l'eau de drainage. Alors, ce bilan hydrique, il va varier en fonction de saison. Si on prend l'hiver, il y a plus de précipitations. Regardez, la flèche elle est plus grosse ici. Généralement, les plantes, soit qui sont caducifoliées, donc il y a moins d'évapotranspiration, donc très peu d'évaporation, parce qu'il fait froid, il n'y a pas beaucoup d'énergie qui va provoquer l'évaporation de l'eau. Étant donné qu'il y a beaucoup d'eau de précipitation, il y aura aussi beaucoup d'eau qui va aller remplir et recharger le sol et les nappes phréatiques en profondeur. Donc on voit bien que il y a beaucoup plus de précipitations, beaucoup plus d'infiltration et de drainage et moins d'évaporation. En été, c'est tout à fait l'inverse qui se produit. Il y a très peu de pluie. L'été est une saison sèche, donc les apports, les gains sont plutôt
faible. Étant donné la chaleur, il y aura beaucoup plus d'évaporation. Les arbres, ils ont peut-être leurs feuilles, alors qu'ils ont perdu leurs feuilles en hiver. Ici, ils ont leurs feuilles, donc ils vont évaporer beaucoup plus d'eau, donc beaucoup d'évapotranspiration. Et bien sûr, il y aura moins d'infiltration, étant donné qu'il y aura moins de pluie, moins d'entrée. Donc, pendant cette période, ce qui va se passer, c'est que si c'est l'hiver, la nappe se recharge d'eau qui s'infiltre et par drainage. Au contraire, en été, c'est de l'eau qui va être absorbée par les arbres, donc le sol va s'assécher. Et bien sûr, les nappes phréatiques, ils vont aussi s'assécher. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que le bilan, il est positif ou excédentaire en hiver, donc il y a plus d'entrées que de sorties, plus de gains que de pertes, alors qu'en été, le bilan, il est plutôt négatif, il y a beaucoup d'évaporation, beaucoup d'absorption au niveau du sol, et bien sûr, le bilan, il est plutôt négatif ou bien déficitaire, c'est-à-dire il y a un manque. Et ça, ce sont des variations qu'on va observer pendant toute la saison. Toutes les saisons, au niveau de la même année, l'été est déficitaire, l'hiver est plutôt excédentaire en eau. Alors, maintenant, on va définir le concept de l'évapotranspiration. Alors, l'évapotranspiration, comme on a dit au début, c'est la quantité d'eau transférée vers l'atmosphère par évaporation au niveau du sol et au niveau de l'interception des précipitations. L'interception, c'est-à-dire l'eau qui est bloquée par le feuillage des arbres quand ils sont mouillés, donc il y a une partie qui va être fixée par les arbres. Et bien sûr, il y a la transpiration des plantes en général. Donc ça, c'est l'évaporation, c'est-à-dire de l'eau qui va être évaporée, soit par évaporation du sol, soit par interception par le couvert, soit par transpiration des plantes. Donc il se définit donc comme étant des transferts vers l'atmosphère de l'eau du sol, de l'eau interceptée par la canopée. La canopée, c'est le couvert des feuilles, c'est l'ensemble du couvert des feuilles des arbres, et bien sûr toutes les étendues d'eau. Donc c'est un terme plus général. La transpiration se définit par les transferts d'eau dans la plante et les pertes de vapeur d'eau au niveau des stomates et des feuilles. Donc ça, c'est la définition générale qu'on peut noter. Alors, comment on va mesurer l'évaporation? Alors, il y a plusieurs dispositifs. Le principal dispositif, c'est l'évaporomètre de Peach. C'est un tube en verre, comme vous pouvez le constater ici à gauche. C'est un tube en verre sous forme d'une canne. Il est gradué. Et ici, à l'ouverture, on va mettre du papier buvard, c'est-à-dire du papier qui va absorber de l'eau. L'eau, il est bien sûr contenu dans le tube qui est gradué. Et bien sûr, pour empêcher que ça se vide, il y a donc un petit obstacle ici qui permet au papier buvard de se mouiller sans que l'eau ne sorte. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce papier buvard? Il va y avoir de l'évaporation. Donc, quand il y aura de l'évaporation ici, le niveau de l'eau ici, il va diminuer. Donc, on saura quelle est l'eau qui a été évaporée et on peut calculer facilement par unité de surface quelle est la quantité d'eau qui est évaporée. Ça, c'est l'évaporomètre de Peach, donc c'est un petit dispositif, c'est parmi les plus anciens. Maintenant, dans les stations météorologiques, les stations climatiques, vous avez ce qu'on appelle un bac d'évaporation, c'est-à-dire un petit bassin métallique qu'on va remplir d'eau avec des thermomètres flottants qui permettent de mesurer la température de l'énergie qui a été absorbée par l'eau. Puis après, on a des appareils de mesure, c'est le point de lecture. Quand il y a de l'évaporation, donc le niveau de l'eau diminue dans le bac et il suffit dans le puits de mesure, c'est-à-dire il y a un petit tube gradué qui nous permet de mesurer l'évaporation. Et bien sûr, vous avez un anémomètre ici qui mesure le vent, parce que le vent, il active l'évaporation. Comme ça, donc, on a tous les paramètres énergétiques ici avec le thermomètre, la vitesse du vent, et qui permet donc de déterminer quelle est l'évaporation. Alors, bien sûr, il y a des dimensions spéciales qu'il faut respecter, la surface, la hauteur du bac, il ne faut pas que ça dépasse 25,4 cm. Le niveau d'eau maintenu, c'est-à-dire que le bac il est toujours alimenté en eau, il ne faut jamais qu'il descende en dessous de 5 cm. Donc chaque fois qu'il y a un manque d'eau, on rajoute de l'eau pour mesurer l'évaporation. Alors comme vous pouvez le constater, l'évaporation dans ce cas-là, il est artificielle, c'est-à-dire on fournit l'eau et on observe la quantité qui a été évaporée.
Alors l'unité qui est utilisée, c'est la même unité que pour les précipitations, pour pouvoir les comparer. Et on travaille avec des millimètres. C'est pour ça que ici vous avez une règle graduée et on va mesurer combien de millimètres ont été perdus par évaporation. Et la pluie, on la mesure de la même façon, c'est-à-dire sur une surface par exemple d'un mètre carré, quelle est la hauteur de la pluie qui est tombée. Par exemple, quand on vous dit qu'il a plu 10 mm, ça veut dire que vous allez avoir 1 cm d'eau. Si vous avez 1 mètre carré, ça fait 1 cm. Donc ça, c'est pour les mesures. Donc l'évaporation, il est exprimé de la même unité que l'évaporation, que la précipitation, c'est-à-dire on va les exprimer au millimètre, c'est-à-dire des hauteurs d'eau. Précipitation, c'est la quantité d'eau qui arrive, et l'évaporation, c'est la quantité d'eau qui sort. Alors comme je vous l'ai dit, les mesures ici sont artificielles, c'est-à-dire qu'on fournit l'eau. Ce qui fait, ça va nous permettre d'illustrer cette particularité par le cas, par exemple, on va prendre le cas à Marrakech en 1984, l'évaporation qui a été mesurée dans le bac, c'est-à-dire on va remplir le bac en eau et on va mesurer quelle est la quantité d'eau qui a été évaporée. Et bien, on a vu que pendant un mois, le mois d'octobre 1984, l'évaporation est de 303,9 mm. Ça veut dire qu'il y a 30 cm d'eau qui ont été évaporés. Bien sûr, c'est un mois où Marrakech il fait chaud, donc il y a eu de l'évaporation. Mais en même temps, la quantité de pluie qui est tombée, elle n'est que de 0,9 mm. C'était un mois sec, il n'a pas beaucoup plu. Alors, d'où vient l'eau qui a été évaporée? Bien sûr, c'est de l'eau qui a été rajoutée dans le bassin. C'est-à-dire, on va remplir le bassin, le bac, et on mesure l'évaporation. C'est une valeur qui est totalement artificielle. Parce que l'évaporation, dans ce cas-là, on va l'appeler une évaporation potentielle. L'évapotranspiration potentielle, c'est-à-dire la quantité d'eau qui va être évaporée par les paramètres énergétiques dans une station de données, c'est-à-dire par le climat. Donc le climat, il a un pouvoir évaporant, c'est celui qu'on va mesurer. Mais il va identifier aussi une autre forme d'évapotranspiration. Cette fois-ci, c'est l'évapotranspiration réelle. Quand est-ce qu'on va avoir l'évapotranspiration réelle? C'est l'évaporation réellement produite. Par exemple, ce mois d'octobre 1984, où il n'a plus que 0,9 mm, normalement, la valeur d'évaporation, il ne va concerner que ces 0,9 mm. C'est la seule quantité d'eau qui est dans le sol, qui est tombée sous forme de pluie et qui a mouillé le sol, qui va après s'évaporer. Par contre, ici, c'est nous qui fournissons l'eau. C'est artificiel. Donc, vous avez deux formes. Une évapotranspiration potentielle, il dépend du climat. On la note ETP. Une évapotranspiration réelle, elle est notée ETR. Il dépend du sol, il dépend de la quantité d'eau qui est tombée sous forme de pluie, il dépend de la végétation, tel qu'on va le voir. Alors, évapotranspiration réelle, ETR, dans une région donnée, il est réellement perdu par celle-ci sous forme de vapeur. L'évapotranspiration potentielle, l'eau susceptible d'être perdue dans les mêmes conditions par un climat. Alors, l'évapotranspiration réelle n'est égale à l'ETP que lorsque l'alimentation en eau n'est pas limitante. C'est-à-dire que le milieu il est suffisamment fourni en eau. C'est-à-dire l'ETP, il dépend que du climat et on doit fournir de l'eau pour la mesurer. L'ETR, c'est-à-dire l'évapotranspiration réelle, il est fourni quand il pleut. Un mois où il pleut beaucoup, quand il pleut beaucoup, ça veut dire qu'il y a de l'eau et que le climat va la faire évaporer à l'état naturel. Donc voilà pour illustrer ces aspects-là. L'évapotranspiration réelle se mesure à l'état naturel dans une station, c'est-à-dire il va dépendre de la végétation. Si vous avez une végétation qui évapore beaucoup d'eau, vous aurez beaucoup d'évapotranspiration. Si vous avez une végétation qui économise l'eau, comme les plantes des milieux secs ou arides, eh bien, il y aura très peu d'évapotranspiration. Et bien sûr, vous avez l'évaporation du sol. Le sol, lui aussi, il va faire varier l'évaporation. Si vous avez un sol argileux, il retient l'eau. Si vous avez un sol sableux, il va y avoir beaucoup plus d'évaporation parce qu'il ne retient pas l'eau. Donc, l'évapotranspiration réelle, elle va dépendre de teneur en eau du sol. Est-ce que le sol est mouillé, est-ce qu'il vient de pleuvoir ou pas?
Il dépend de la nature du sol, est-ce qu'il est argileux ou sableux ou d'une autre nature. Le type de végétation, est-ce que c'est une plante adaptée à la sécheresse, donc il va perdre moins d'eau, ou bien une végétation qui évapore beaucoup. Bien sûr, il dépend de l'énergie, le rayonnement solaire. Il dépend de l'humidité de l'air, l'humidité atmosphérique. Plus l'air est sec, plus il y aura de l'évaporation. Donc l'évapotranspiration, il dépend de tous les paramètres naturels d'une station donnée. Le sol, la végétation, les conditions climatiques. L'évapotranspiration potentielle, c'est une forme d'évaporation, comme on a dit, qui est artificielle. Il est mesuré dans des stations climatiques et c'est nous-mêmes qui fournissons l'eau, comme on voit ici sur ce schéma. Dès qu'il y a de l'eau qui est évaporée, on rajoute. Il ne faut jamais descendre en dessous de 5 cm dans le bac de mesure de l'évaporation. Alors, l'ETP, il mesure donc la demande évaporative de l'air, quel est le pouvoir évaporant de l'air. Il dépend uniquement des conditions climatiques du lieu. Il est totalement indépendant de la nature du sol et du type de végétation. C'est-à-dire comme vous pouvez le voir sur ce bac, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de sol. C'est un bac métallique qu'on remplit d'eau et qu'on va mesurer la quantité d'eau qui a été évaporée. Donc il dépend uniquement du climat. Alors que l'évapotranspiration réelle, elle dépend du climat, de la végétation et du sol. Je le répète très bien. Alors, ce schéma illustre bien donc ce que je viens de dire. L'évaporation sans les plantes, c'est dans ce cas-là, si le milieu est aquatique, donc le TR est égal à l'ETP, donc le milieu il est suffisamment alimenté en eau. Si vous êtes sur un lac, une rivière ou bien un océan, l'ETP est égal à l'ETR, parce que le milieu il est aquatique. Si vous avez un sol nu, l'ETP il va être réduite. Elle va dépendre donc que du climat. Sur un sol nu, c'est là où on doit la mesurer, c'est-à-dire en absence de la végétation et en absence de particularités du sol, donc c'est un milieu neutre, complètement neutre. Par contre, l'évapotranspiration, dans ce cas-là, potentielle, elle est mesurée lorsque vous avez un stock important dans le sol, donc c'est le TP. Par contre, l'évapotranspiration, donc c'est le cas réel, elle dépend et du sol et de la végétation, comme on peut le voir. Et bien sûr, les stocks en eau, généralement, sont faibles. Alors, si on veut comparer le TP et le TR, le TR, il va s'annuler. Quand est-ce qu'il va être égal à 0? En été. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Le milieu est sec, le sol est sec, la végétation est sèche. Donc il n'y aura pas d'évaporation. On ne peut pas évaporer quelque chose qui n'existe pas. Le milieu est complètement sec, donc le TR, il est égal à 0. En hiver, il pleut beaucoup, le milieu est suffisamment alimenté en eau, aussi bien le sol, la végétation il a bien absorbé de l'eau, donc l'évaporation elle est maximale et il va atteindre le maximum. Le maximum que le climat peut faire évaporer, c'est le TP. Donc le TR, il est compris entre le minimum possible, c'est l'été où il n'y a plus d'eau dans le milieu, et le TP qui est la valeur maximale, la valeur potentielle. Donc, selon donc la formule que je vous ai mis ici. Comment on va mesurer l'évapotranspiration? L'évapotranspiration se mesure avec un dispositif. Maintenant, il y a des appareils plus sophistiqués, plus petits, bien sûr, qu'on appelle toujours un lésimètre. Un lésimètre, donc, c'est un dispositif expérimental pour mesurer l'évapotranspiration. Donc, il s'agit en fait d'une portion de sol qu'on a isolée complètement de l'environnement. La végétation doit être très simple. Généralement, on utilise du gazon. Et ici, on va mettre de la terre et au fond, on va mettre du gravier et du sable pour faciliter le passage de l'eau. Et bien sûr, on met soit sur une balance si on veut peser tout ceci, et on a un tuyau qui sort. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par verser de l'eau, donc de façon artificielle, et vous avez les précipitations, l'équivalent des précipitations, ou bien un arrosage. On peut mesurer ça à l'état naturel. C'est-à-dire, on met juste, on attend qu'il pleut, et quand il pleut, le milieu devient plus lourd et donc cette balance, il va descendre et on peut enregistrer. Donc ici, vous avez un tambour d'enregistrement qui permet donc de mesurer. Une fois que le milieu il a été arrosé ou bien a pris la pluie, l'eau il va filtrer, il va s'infiltrer dans le sol et au fond, l'excès d'eau il va sortir ici. Et vous aurez ce qu'on appelle le drainage, D. Donc le drainage, ici, c'est l'entrée, les précipitations, et ici, les drainages. Est-ce qu'on peut calculer l'évapotranspiration? Bien sûr. La quantité d'eau qui est tombée ici, on attend d'abord qu'il a rempli l'eau, qu'il a rempli le sol, et qu'il va sortir ici.
l'évapotranspiration, elle va être égale, bien sûr, à la quantité d'eau qui est entrée et moins la quantité d'eau qui est sortie. La différence, c'est celle qui a été évaporée. Donc ça, c'est lorsqu'on veut mesurer de façon totalement artificielle. Comme je vous l'ai dit, on peut soit mesurer le TP, soit mesurer le TR avec ce dispositif qui est un lysimètre. Vous pouvez faire des petites recherches sur Internet pour compléter vos informations. Donc voilà pour cette deuxième partie. Et on va passer, vous pouvez passer